Salam alaikum, Azul Flaoun, bonsoir. Les différentes forces politiques arrivent à la fin d'une campagne express. Avant les élections législatives anticipées, la France retient son souffle. Le scrutin qui va s'ouvrir ce dimanche 30 juin pourrait bien plonger le pays dans l'inconnu, en optant pour une dissolution de l'Assemblée nationale et en forçant les différentes forces politiques à se lancer dans une campagne express. Emmanuel Macron a fait le choix d'une refonte du paysage politique français. À l'issue de ces élections législatives anticipées, plusieurs scénarios semblent se dessiner. En réagissant à ces scénarios, Emmanuel Macron a tenu à dresser un tableau particulièrement sombre de la France en cas de victoire du Rassemblement national, de la France insoumise et ceux qui les suivent. Le président français a ainsi jugé que les programmes des deux extrêmes menaient à la guerre civile. La réponse de l'extrême droite en matière d'insécurité parce qu'elle renvoie les gens à une religion ou à une origine. Elle divise et pousse à la guerre civile, a-t-il déclaré. Dans le podcast Génération Do It Yourself, en face, la France insoumise propose une forme de communautarisme un peu électoral. Mais ça, c'est aussi la guerre civile derrière, parce que c'est d'abord renvoyer des gens exclusivement à leur appartenance, ou religieuse ou communautaire, a-t-il ajouté. 2 jours avant le premier tour des élections législatives en France, l'extrême droite est toujours donnée en tête des sondages, devant l'union de gauche, le nouveau Front populaire. Cette ascension fulgurante du Rassemblement national est suivie de près dans les pays du Maghreb et les pays africains, et fait réagir un nombre de citoyens, notamment inquiets pour la diaspora en France. Surtout après l'annonce par le Rassemblement national de la volonté d'interdire certains emplois sensibles aux binationaux. À 2 jours du scrutin, la France est divisée. Stress chez certains, anxiété et peur de l'avenir chez d'autres. Nous débattrons de toutes ces questions juste après cette petite intro. Élections législatives en France, Macron agite la menace d'une guerre civile. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission notre confrère Shaban Kassi, journaliste. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Shaban Kassi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir, cher Nasser. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Shaban. J'ai le plaisir aussi d'accueillir Ahmed Bargaoui, qui est académicien spécialiste dans les études géostratégiques. Il est avec nous aussi depuis Paris via Skype. Monsieur Ahmed Bargaoui, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir et je vous remercie de votre invitation. Merci beaucoup. Marhaba bik, si Ahmed Bargaoui. On aura aussi le plaisir d'accueillir Bali Bagayoko, chef de file de la France insoumise en Seine-Saint-Denis, donc depuis la région de Paris. Il sera avec nous dans cette émission aussi. Et on aura le plaisir d'accueillir aussi Kem Tabissa, professeur des universités et essayiste. Il sera avec nous depuis Paris, via Skype. Shaban Kassi, je vais commencer cette émission avec vous à 2 jours donc du premier tour, mais aussi à quelques heures donc de la fin de la campagne électorale pour ce premier tour. Elle est prévue donc pour minuit aujourd'hui. Comment peut-on décrire l'atmosphère avant donc ce premier tour de l'élection législative anticipée en France? Rebonsoir Nasser, rebonsoir à tous. J'ai envie de dire que l'atmosphère, il y a une atmosphère particulière maintenant depuis le 9 juin dernier, élection européenne, ce qui a conduit donc le président français Emmanuel Macron à dissoudre l'Assemblée.
mais on parle d'une certaine atmosphère, un certain climat, parfois un peu tendu, mais ce n'est pas, j'ai envie de dire, d'aujourd'hui. Les différents scrutins en parlent. Un seul chiffre, si je vous parle Jean-Marie Le Pen, Jacques Chirac en 2002, c'est 80-20 à l'époque, 80% au deuxième tour donc pour Jacques Chirac et 20% à l'époque pour Jean-Marie Le Pen. Et en 2022, c'est 58% pour Emmanuel Macron et 42% pour Marine Le Pen. Vous l'avez compris, rien de nouveau. Donc les écarts se resserrent bien évidemment. Donc c'est une atmosphère un peu particulière, mais maintenant qui perdure, où on a effectivement un électorat de droite qui gagne de plus en plus de voix. Ce que je vous propose très rapidement, c'est de visionner ces quelques graphiques. D'abord, ce qui a généré bien évidemment cette dissolution, c'est les européennes. Alors, premier graphique, c'est les européennes 2019. Rien de nouveau en 2024, ça va s'afficher à l'écran, puisque en 2019, le Rassemblement national arrive avec 23,31%, notamment sur les européennes 2019. Voilà, je ne sais pas si les graphiques vont arriver. Ça, c'est pas très grave. Je vais vous annoncer les quelques chiffres très, très rapidement pour pas vous donner trop d'éléments techniques, mais c'est pour vous dire que c'est une ambiance, une extrême droite qui arrive petit à petit au pouvoir. Voilà, là, on est en 2019, si ma vue est bonne, 23,31% pour les européennes de 2019. Les dernières européennes, donc 2024, il y a quelques jours maintenant, le 9 juin dernier, 31,36% pour Jordan Bardella et le Rassemblement national. Juste derrière, un chiffre important, vous allez certainement en parler avec Bali Bakayoko, c'est la région Île-de-France. Il faut savoir, Nasser, que le Rassemblement national a pris toutes les régions dans le cadre des européennes, 32 000 sur 36 000 villes françaises, c'est important. Et la région Île-de-France, notamment tous ces départements de mixité, de multiculturalisme, etc. Eh bien, la région Île-de-France, le Rassemblement national arrive en tête. Et puis, donc, ce qui nous intéresse, vous le savez, ce sont les législatives. Alors, les dernières législatives vous avez de 2017. Donc ici, on a le camembert, le demi-camembert, donc qui annonce ces chiffres, avec à l'époque donc seulement 8 députés pour le Front National à l'époque, et les dernières législatives de 2022, eh bien, c'est 89 députés pour le Rassemblement national. Alors, avant de vous quitter, quand même, des éléments de sondage avec ce dernier graphique qui arrive à l'antenne, que je vais vous donner deux, trois éléments. Il faut savoir qu'actuellement, donc, les derniers éléments à 18h cet après-midi, c'est 36% pour le Rassemblement national en termes de sondage. Alors, les sondages se suivent depuis plusieurs jours, mais se ressemblent, que ça soit pour CNews, Europe 1, le JDD, IFOP, Fiducial, LCI. 36% donc pour le Rassemblement national, avec une partie de la droite d'Éric Ciotti, c'est de 225 à 265 sièges députés à l'Assemblée. Donc le nouveau Front populaire avec le Parti communiste, la France insoumise, le Parti socialiste, c'est à peu près entre 28 et 29%, 170 à 200 sièges. Un dernier chiffre important, la majorité macroniste, la vraie majorité présidentielle, aujourd'hui stagne entre 19,5 et 21% sur les derniers sondages, entre 70 et 100 sièges. Et puis, bien évidemment, un élément à ne pas rater, la droite française est exclue de ces législatives puisqu'elle ne fait plus partie du podium. Elle arriverait entre 30 et 60 sièges. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que aujourd'hui, dans les sondages, notamment dans les dernières élections européennes, eh bien, le Rassemblement national, Nasser, sur toutes les catégories socio-professionnelles, est arrivé première, notamment chez les 18-24 ans avec 32% ou les 35 ans, 49 ans, avec 20%. Donc, chez le Rassemblement national, donc, ça vote énormément. Voilà, ils sont un peu plus de 4000 à voter ce soir. 4010 candidats, où les électeurs ont rendez-vous dimanche. Donc, 4010 candidats qui vont terminer leur campagne ce soir à minuit. Mais pour terminer, donc l'Assemblée nationale en France, c'est 577 députés. Et quand on dit par exemple que pour le Rassemblement national, au sondage du premier tour, c'est entre 225 et 265 sièges, ce ne sont que des sondages, mais ils sont parlants. Ça veut dire que si demain, Jordan Bardella annonce une loi qui va dans un sens, eh bien, il y aura peut-être 250 députés qui
qui voteront cette loi. Et on parle même d'une certaine majorité absolue, c'est-à-dire au moins 289 députés pour le Rassemblement national. Très bien. Chahban Kassi, il faut juste donc préciser que ces sondages donc, sont les intentions de vote des gens qui ont été donc sondés, mais une question qui a fait réagir les médias et la presse en France, Chahban Kassi, c'est ces déclarations de Macron. Il a parlé de guerre civile. On va écouter dans ce passage donc par rapport à ces propos de Macron, et je reviens à vous juste après. Le programme des extrêmes mène à la guerre civile. Voilà ce qu'a dit le président de la République. Alors lui, pour mettre le feu, il est toujours là. Hein. Il a perdu pied, le président. Et je trouve que c'est un argument extrêmement faible. Et c'est pour ça que je pense que et le Rassemblement national et la France insoumise, elles répondent à des vrais problèmes. Je veux dire, elles répondent à des vraies colères, des vraies angoisses. Celle de la personne qui se dit on répond pas à un problème de sécurité, celle qui dit je suis pas reconnu et protégé parce que je suis musulman ou musulman. Mais elle y répond mal à mes yeux, parce qu'elle y répond en quelque sorte en accroissant la conflictualité et la guerre civile. Non seulement il joue avec le feu, mais il a une inconséquence politique qui commence à suffire en fait. Enfin, là, il a fait cette dissolution dans la foulée des européennes et après une défaite de son camp. Et pour manifestement ne pas accepter cette défaite, il dissout l'Assemblée nationale. Maintenant, il nous promet la guerre civile. Là, ce qui est aux portes du pouvoir, c'est l'extrême droite. Le président de la République ne devrait pas dire cela. Moi, je souhaite rétablir la sécurité pour tous les Français. Alors lui, pour mettre le feu, il est toujours là. Hein, parce que la guerre civile, pour l'instant, c'est lui qui l'a déclenchée en Nouvelle-Calédonie. Monsieur Macron, pour le coup, lui, de temps à autre, non pas devrait se taire, je ne me permettrai pas ce qu'on se permet à mon égard. Mais disons que tourner sa langue, cette fois dans sa bouche, est un vieux conseil que je me permets de lui transmettre. Il a perdu pied, le président. C'est pas en faisant peur aux Français comme ça que ça changera quoi que ce soit la colère qu'il y a dans le pays. On sait tous, et à cause notamment de l'attitude irresponsable. On va voir aussi un autre passage sur Europe 1, sur les déclarations de Macron. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Alors lundi soir, Emmanuel Macron a évoqué des risques de guerre civile. Hier sur Europe 1, le ministre de l'Intérieur lui a fait part de notes de service des renseignements évoquant de possibles troubles à l'ordre public. Vous partagez cette inquiétude, Vincent ? Ce qui m'inquiète le plus, Dimitri, c'est l'insoutenable légèreté du président de la République. C'est le même qui déclenche un chaos institutionnel en décidant de dissoudre l'Assemblée et qui sonne ensuite le tocsin contre les conséquences de cette décision. Un chef de l'État qui parle de guerre civile, c'est quand même d'une gravité extrême. La guerre, ce sont des morts. Et où fait-il cette réflexion inouïe? Chez un podcasteur connu des seuls Happy Few. Si un président choisit de tenir des propos aussi graves, il doit le faire de façon solennelle, devant tous les Français. Finalement, c'est la même légèreté qui a entraîné le président à parler d'envoi de troupes au sol en Ukraine, et c'est la même légèreté qui a provoqué l'impulsion de la dissolution. Le contraste entre la gravité des temps et l'absence de gravité de ceux qui nous gouvernent est une des causes de la crise démocratique qui nous frappe. En pointant ce contraste, Jean-Pierre Le Goff, dans le Figaro ce matin, explique que le chef de l'État accélère l'autodestruction du politique. Et comme souvent, Jean-Pierre Le Goff a trouvé les mots. L'édito politique sur Europe. Chahban Kassi, très rapidement, s'il vous plaît, donc une campagne électorale, est-ce qu'on peut la qualifier sous haute tension, des propos, des contre-propos? Je veux dire qu'Emmanuel Macron, tout de même, il ne faut pas oublier qu'alors qu'il est président, il est détaché, entre guillemets, il y a l'Assemblée, ce sont les députés qui votent, qui font les lois en France, qui régissent, qui réglementent, mais il ne faut pas oublier qu'il est dans son rôle, parce qu'il sait très bien que si dimanche soir, c'est clair, vous verrez, dimanche soir, si on a un Rassemblement national au deuxième tour, et à mon avis, ça va être le cas avec des chiffres assez conséquents, non seulement il va y avoir des rassemblements dans tous les quartiers des autres partis, mais il va y avoir des manifestations aux quatre coins de Paris et aux quatre coins de France dès le lundi, etc. Donc ça, il faut savoir. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait stratégiquement? Il dit clairement, si aujourd'hui, demain, le Rassemblement national arrive au deuxième tour, mais au pouvoir, nous aurons la gauche dans la rue et ça sera l'anarchie. Pour lui, c'est une sorte de guerre civile. Mais c'est un président aussi qui aime employer certains mots. On se souvient
pendant la Covid. Nous sommes en guerre. C'est un président aussi qui joue énormément avec les terminologies, qui emploie un vocabulaire assez parfois percutant, qui veut sensibiliser. Mais il ne faut pas oublier aussi que sur les dernières européennes, Nasser, que le Rassemblement national avec le jeune Jordan Bardella, qui n'a jamais été élu, qui n'a jamais été conseiller municipal, arrive en tête avec 31,36%, et juste derrière avec 14,6% seulement, donc plus de la moitié en moins, on a Valérie Ayer qui est macroniste, qui est donc pour lui c'est une chute, et là on s'attend certainement à pire, puisque à l'époque il n'y avait pas cette union notamment de ces nouveaux Front populaire. Donc Emmanuel Macron en fait indirectement il est en train aussi de générer certainement des peurs, d'employer des termes pour que un certain nombre d'électorats se disent bon effectivement si on veut pas de guerre civile, bon bah gardons notre président, gardons donc les législatives avec le parti du président. Il faut savoir que le parti du président aujourd'hui arrive en 3e position sur les sondages avec des scores de 19%. On est loin des 36% pour le Rassemblement national et des 29% pour le nouveau Front populaire. Très bien, merci beaucoup Shaban Kassim. Merci pour cette lecture que vous avez faite de cette campagne électorale des élections législatives en France. Merci à vous Shaban Kassim. Ahmed Bargaoui, je reviens vers vous. Je rappelle que vous êtes académicien, spécialiste dans les études géostratégiques. Vous êtes avec nous depuis Paris. Vous vivez en France aussi, Ahmed Bargaoui. Comment vous vivez donc cette campagne électorale où on a entendu Macron parler de guerre civile? Il y a aussi l'immigration qui est au cœur, si on peut dire, donc, de cette élection. Votre réaction? De toutes les façons, mon observation, c'est qu'on n'a jamais vécu une telle campagne électorale à ce niveau, avec une telle intensité, et les sans précédentes peut-être aussi. Pourquoi je dis ça? Depuis quelques décennies, depuis les élections de François Mitterrand, après Jacques Chirac, François Hollande et Sarkozy, les autres, on n'a jamais vécu une telle intensité et aussi une telle confusion sociale et politique. Je suppose que le président de la République n'a pas bien évalué la décision qu'il a prise. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend, on vous entend. Okay. On vous entend très bien, M. Bargaoui. Je considère que c'est lui le précurseur de ce que j'appelle, entre guillemets, le désastre politique que la France a atteint actuellement. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a quelques années, depuis quelques années, le président de la République, il a évoqué ce qu'on appelle le séparatisme musulman. Il s'est attaqué malheureusement à une partie de la population française en l'accusant de séparatisme avec son ministre de l'Intérieur. Après, il a évoqué le prophète de la religion musulmane et la non-intégration et l'incapacité de l'islam avec les valeurs de la République. Il me semble que les Français qui ont reçu ce message, au lieu d'adhérer au programme du président de la République et faire profiter le président de la République, ils se sont jetés dans les bras de l'extrême droite, ce que j'ai appelé moi-même la copie originale. C'est-à-dire qu'une partie de la population française sont très sensibles à ce sujet. Ils ont considéré, au lieu d'aller suivre le président de la République qui a exactement semé un petit peu le désordre, ce que j'appelle dans la population, au sein de la population, ils ont plutôt choisi d'aller choisir le copie original qui est l'extrême droite. Donc voilà où on est maintenant. Je constate que, heureusement, il y a un sursaut républicain et qui s'est formé pendant 24 heures, qui a réagi aux résultats des élections européennes et qui a su maintenant rétablir un petit peu d'équilibre. Mais Ahmed Bargaoui, quand on voit ce qui se passe en France, beaucoup d'observateurs vous diront que ce
ce qu'on est en train d'observer, c'est du déjà vu. On a vu par exemple les présidentielles de 2022 où il y avait tête à tête Macron et Marine Le Pen, par exemple, en 2002. Si on revient un peu en arrière avec le père de Marine Le Pen, qui est donc Jean-Marie Le Pen, qui était tête à tête avec Jacques Chirac. Ce scénario n'est pas nouveau à la politique française. Qu'est-ce qui est différent dans cette élection d'après-vous? Tout d'abord, il a su, le parti d'extrême droite, avec sa présidente Marine Le Pen, elle a su, bien entendu, infiltrer ce que j'appelle une grande partie des médias. Elle a su renouveler aussi son image. Elle a soigné l'image aussi de son parti. C'est ça la nouveauté dans la politique de ce parti d'extrême droite. Bien entendu, elle a été aussi aidée par le pouvoir en exercice actuel, avec les erreurs qu'il a faites. Donc, je considère qu'on est maintenant, l'extrême droite, il est à la porte de l'Élysée. Donc, vous pensez, Ahmed Bargaoui, vous pensez que la décision d'Emmanuel Macron, le président français, donc, de dissoudre l'Assemblée était mauvaise? Moi, je considère que c'est une erreur considérable. Et ce n'est pas moi seulement qui le dis, c'est l'ex-président de la République, Nicolas Sarkozy, qui l'a jugé un risque majeur. Le mot risque majeur, c'est-à-dire elle a des conséquences, cette décision, sur l'harmonie, la paix sociale et la paix politique en France à l'intérieur, et aussi de la diplomatie française à l'extérieur. On va voir si jamais l'extrême droite, et il me semble qu'elle va gagner le dimanche, moi je ne parle pas de diaspora seulement, je parle des musulmans de France et les républicains, le peuple français, s'il ne réagit pas, on va se trouver le 8 juillet prochain face à un gouvernement d'extrême droite qui va prendre des décisions considérables à l'intérieur et à l'extérieur. Quand vous dites, Ahmed Bargaoui, si le peuple français ne réagit pas, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que peut-être pour une grande partie des Français, ils ont choisi le Rassemblement national. Le Rassemblement national a été le résultat de la politique du président actuel et son gouvernement. Et on a toujours, de toutes les façons, à travers l'histoire, les Français ont su récupérer et se rattraper lorsqu'il y a ce genre de crise. Les Français savent bien que face à une telle situation très complexe, très confuse, vous voyez bien, monsieur, que la France, elle commence à perdre aussi sa place au sein même du continent africain, avec des pays considérés comme traditionnellement des amis de la France. Donc, avec l'arrivée de l'extrême droite, la France va encore s'affaiblir. Donc, il me semble, reste aux Français, et je considère aussi à la population, toujours, je dis les Français de confession musulmane, je ne dis pas diaspora seulement, ils sont très nombreux et qui peuvent peser dans cette élections et qui peuvent basculer aussi. Ils ont un poids très important pour au moins déjouer les pronostics, ce qui avance les médias, parce que pour moi, si l'extrême droite gagne, il va y avoir beaucoup de conséquences, et c'est ce qu'il a souligné l'ex-premier ministre de Jacques Chirac, Jean-Pierre Raffarin. Il a dit, moi je vais voter blanc. Et j'aime, écoutez bien la phrase, il mesure bien ses propos. Il a dit, je n'aime pas être complice de cette prochaine politique. Il considère que ce sera très grave pour la France. Très bien. Vous avez parlé donc du danger donc de l'arrivée de l'extrême droite
au pouvoir. Macron a réagi aussi. On va écouter. Il a dénoncé l'arrogance du Rassemblement national qui, selon lui, se partage déjà les postes du gouvernement. On entend Emmanuel Macron. De constitutionnalistes, je crois que les ministres des Armées ont dit très clairement ce qu'était la Constitution. Et moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat qui est étonnant. Mais quelle arrogance! C'est-à-dire que tout le débat aujourd'hui fait comme s'ils étaient déjà dans la place. Au fond, il ne faudrait pas aller voter. Après m'avoir reproché pendant 15 jours d'avoir demandé souverainement aux Français d'aller voter, maintenant il ne faudrait plus aller voter. Tous les postes sont déjà répartis. Ils sont déjà là dans la place. La question maintenant est celle des modalités. Mais les Français n'ont pas choisi. Qui sont-ils pour expliquer ce que devrait être la Constitution? Qui sont-ils? Macron, donc la réaction du président français. On va écouter donc la réaction aussi de Marine Le Pen par rapport à cette question. Les réactions donc de Marine Le Pen. Ahmed Bargaoui, je reviens vers vous sur cette question. Vous avez dit que l'arrivée donc au pouvoir de l'extrême droite va affaiblir encore plus la France sur la scène internationale. Est-ce que vous pensez que donc l'arrivée de l'extrême droite et surtout par rapport à ce qui se passe maintenant dans le monde avec la guerre de l'Ukraine, la position de la France par rapport à cette guerre de l'Ukraine avec la Russie, mais aussi les pays africains, vous l'avez mentionné. Comment vous voyez les choses évoluer d'après vous, Ahmed Bargaoui? Je souhaiterais souligner, avant de répondre à votre question, que pendant une décennie maintenant, on a normalisé l'image de l'extrême droite. Il y avait une chaîne que vous avez présentée actuellement, c'est la CNews, je la nomme comme ça. C'est une chaîne qui a amplement participé à la normalisation de l'image de l'extrême droite, parce qu'il devient normal dans le paysage politique en France. Déjà fait. C'est-à-dire le Français maintenant, il n'a plus de complexe à se dire « j'adhère au programme de l'extrême droite ». Et ça, c'est le plus grave. De toute façon, l'arrivée au pouvoir et à l'exécutif de l'extrême droite va basculer la France dans une position très critique, puisqu'il va faire face tout d'abord à l'intérieur aux contestataires sociaux et à des populations de différentes ethnies. S'il va appliquer aussi son programme pour limiter les libertés, et je parle en général, la liberté d'expression, les libertés des médias, les libertés de pensée, et il veut déjà il a avancé qu'il veut retirer certains principes de l'islam visibles comme le voile de la femme musulmane. Il veut aussi annuler ce qu'on appelle la viande halal chez nous. Donc voilà, il y a plusieurs, c'est-à-dire qu'il va provoquer une crise intérieure, ça. Au niveau de la scène, sur le plan international, la France déjà elle est affaiblie et elle va encore, malheureusement je dis, c'est le pays de nos enfants, c'est l'avenir d'une grande partie des musulmans de France, autour de 6 millions, 10 millions de musulmans de France. Donc, avec les déclarations d'un jeune ambitieux comme Jordan Bardella, qui a des origines étrangères comme par hasard, il vient de l'immigration lui-même, qui dénonce l'immigration, il a avancé qu'il est pro-israélien, qu'il ne peut pas accepter un État palestinien. C'est ça le paradoxe de l'histoire aussi. C'est un bouleversement dans les positions et l'attitude politique de l'extrême droite qui était toujours ennemi de la diaspora juive en France. Maintenant, c'est l'inverse. Et qui annonce aussi qu'il n'aide pas l'Ukraine dans son conflit d'armée avec
la Russie, elle est pro-russe. Et je constate, si jamais il y a une victoire de Donald Trump, bientôt dans quelques mois, on va voir sur la scène internationale que des extrêmes et qui vont imposer, je dis, une politique internationale qui va malheureusement dans le mauvais sens des droits de l'homme. Très bien, restez avec nous. Ahmed Bargaoui, on a été rejoint par Camille Sari, professeur des universités essayiste. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Camille Sari, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Comment peut-on donc qualifier cette élection anticipée, législative anticipée en France? On a entendu même Macron donc utiliser cette campagne ou cette élection et utiliser le mot guerre civile en cas de victoire des extrêmes. Votre réaction? Oui, je vous salue, je salue vos téléspectateurs, téléspectatrices. En fait, M. Macron a fait un mauvais calcul. Il pensait que l'extrême gauche ou la gauche, et dans toutes ses composantes, ne pourra jamais s'unifier. C'est-à-dire, il a pris acte de divergence qui était normale dans une élection européenne. Par nature, c'est à la proportionnelle. Donc chaque parti défend ses opinions et ses positions. Donc c'était normal qu'il y avait des divergences. Mais il pensait que ces divergences seraient insurmontables. Mais c'est mal connaître la sociologie politique française. Ça date pas d'aujourd'hui, ça date du 19e siècle. Moi, j'ai bien étudié tout ça. Le congrès de Tours en 1921, qui a consacré la scission entre les communistes et les socialistes. Mais ça n'a pas empêché le Front populaire de 1936, ça n'a pas empêché l'unification donc des socialistes et communistes pour battre Giscard d'Estaing en 1981, etc., etc. Donc tout ça, c'est un calcul qui a mal tourné, mais malheureusement, qui fait émerger l'extrême droite, parce que les élections européennes, c'est des élections de protestation contre le pouvoir en place. Donc, de ce fait, on a vu dans l'histoire aussi qu'il y a eu une fois Bernard Tapie à la tête d'un petit parti qui s'appelle le Parti radical qui a gagné contre le Michel Rocard. On a vu les écologistes gagner. On a vu, en fait, ces élections, l'enseignement qu'on peut tirer, c'est une parenthèse, malheureusement, qui va pas dans le sens d'une élection véritablement européenne sur des thématiques européennes, mais qui va dans le sens de battre le gouvernement qui est en place et de protester contre ce gouvernement. Et donc il a tiré des enseignements en disant on va voir, on va découper une grenade et on va la jeter, on va voir ça exploser, dans quel sens ça va partir. Sauf que malheureusement, l'économie souffre, l'économie française, c'est pas qu'elle va souffrir, l'économie française souffre actuellement du fait que son image est complètement ternie, parce que l'émergence d'un mouvement populiste d'extrême droite, qu'est-ce qu'il va entraîner? Même les milieux, les milieux d'affaires, même les milieux de patronaux, ils craignent, et les investisseurs étrangers, ils craignent que l'élection d'un Bardella, mais c'est Le Pen qui sont là, Bardella c'est qu'un pion, il faut aussi bien le souligner, donc, et que c'est le RN, le Rassemblement National, le nouveau nom du Front National, c'est l'héritier de l'extrême droite française, de Pétain, des fascistes qui ont persécuté les Juifs,
qui ont persécuté les tziganes, qui ont persécuté les communistes. Donc, ces gens-là, ils sont très dangereux. Mais, Kamisali, aussi, comment peut-on, je vais vous rendre la parole, comment peut-on expliquer, dans ce cas-là, il y a beaucoup de jeunes qui votent pour l'extrême droite, peut-être parce que Jordan Bardella aussi, il est jeune, il n'a que 28 ans. Comment expliquer ce phénomène, d'après vous, Kamisali? Je pense, j'ai enseigné ce qu'on appelle le marketing politique. C'est quoi le marketing politique? C'est l'emballage. Le marketing, c'est quoi? C'est que vous et moi, on est victime du marketing. Quand vous allez dans un magasin, vous êtes attiré par tel ou tel produit, on vous le présente d'une manière très sympathique, et puis les enfants aussi, on utilise les enfants, les jeunes, etc. Donc l'opération Marine Le Pen semble réussir dans le mauvais sens pour nous, mais dans un sens, c'est que elle a réussi à effacer l'image, le vrai fond de l'extrême droite, qui est un fond nauséabond, qui est un fond raciste, qui est chauviniste, qui est, je dis, populiste, mais aussi antisémite et anti-étranger, anti-musulman, tout ce qu'on veut, et anti-juif aussi. Mais elle a réussi à présenter ça comme des gens sympathiques, gentils, puis ils ont mis un jeune, 28 ans, mais je suis désolé, mais en France, tous les dirigeants qui ont réussi, c'est des dirigeants qui avaient 30-40 ans d'expérience. L'expérience, on ne peut pas se passer de l'expérience. On ne peut pas se passer de l'expérience. Jordan Bardella n'a même pas dirigé un service. Il n'a jamais travaillé, il n'a jamais été dans une entreprise, il n'a jamais fait ses preuves. C'est le gendre idéal de la famille des Le Pen qui veulent un peu... Marine Le Pen pense que lui, il sera Premier ministre, mais que c'est elle qui sera présidente, la future présidente en 2027. Très bien. Dans ce cas de scénario que vous avez donc mentionné, Kamisali, les conséquences sur la communauté musulmane, mais aussi les Français issus de l'immigration, comment vous voyez les choses, donc, s'il y a un gouvernement de l'extrême droite? On est à 2 jours de ce premier tour. Il y aura un deuxième tour, bien sûr, le 7 juillet. Quelle est votre lecture par rapport donc à l'arrivée, si on peut dire, imminente d'un gouvernement de l'extrême droite? Je ne veux pas ternir le tableau qui est noir déjà, et je reproche au président Macron d'avoir joué avec le feu, parce que la France, bientôt, elle sera elle va accueillir les Jeux Olympiques avec toutes les caméras et la presse mondiale, les regards, les visiteurs qui seront là. Et si jamais l'extrême droite gagne les élections, ce que j'exclus personnellement, mais il faut aller voter, bien entendu, pour qui vous voulez, mais ne votez pas pour l'extrême droite. Moi, je ne suis pas là pour vous dire pour qui vous devez voter. Je suis un spécialiste et expert, je reste neutre. Mais je dis que le danger, c'est l'extrême droite. Il y aura paralysie du pays, des manifestations, des grèves. Le pays va être paralysé, il y aura des tensions parce qu'il y aura une remontée des représailles et aussi des attaques de l'extrême droite contre des immigrés, contre des musulmans, etc. Il va y avoir des fortes tensions qui vont engendrer, et je ne le souhaite pas, mais qui vont engendrer en toute logique une réaction dans les banlieues, etc., de la part des jeunes, etc. Évidemment, c'est ce que M. Macron a fait, dissoudre l'Assemblée nationale alors qu'on est à quelques jours d'accueillir les Jeux Olympiques. Ça a été une erreur mortelle. Il aurait fallu évidemment attendre septembre, beaucoup le disent, mais
l'extrême droite en France ne peut engendrer que des tensions sociales, et c'est pas moi qui le dis. Vous écoutez Marc Fiorentino, qui est un ultralibéral, un défenseur du capitalisme, le dire sur les médias économiques. Il dit, il est très suivi par les milieux d'affaires, et les investisseurs étrangers appellent Choose France, appelle des organismes que je connais bien parce que j'ai travaillé avec ces organismes d'accueil des investisseurs étrangers en France. Tout cela, ils s'inquiètent. Et d'ailleurs, la France va avoir des taux d'intérêt élevés, les gens vont emprunter à des taux très élevés. Il va y avoir aussi une paralysie de l'économie parce que le coût de cette administration, que j'espère pas, mais qui serait dirigée par Jordan Bardella, ils n'ont même pas un ministre de l'économie en vue. Ils vont mettre un politique, ils ont personne, même dans les milieux d'affaires, ne veut se compromettre avec l'extrême droite. Donc tout le monde réfléchit. Donc ils n'ont pas, tous les partis, que ce soit le Parti socialiste, que ce soit les partis de droite, ont une élite, ont des experts économiques, financiers, des universitaires, et ils ont un vivier qui alimente leurs réflexions. Et je parle de la gauche en général, et même de la gauche radicale, que ce soit le Parti communiste. Il a une section économique, il travaille, mais depuis longtemps, il travaille sur les questions économiques. Mais ce parti-là, il n'a aucune assise, aucune base, il invente des trucs, il revient. D'ailleurs, il ne faut pas se leurrer, le parti du Rassemblement national, il est en train de revenir sur ses promesses concernant la retraite. Il dit, on va voir, concernant le pouvoir d'achat, tout ça, c'est que de la démagogie. Et puis, il y a beaucoup de marketing sur TikTok, sur les réseaux sociaux, avec un jeune dynamique. Mais les gens disent, et c'est une erreur grave, ils disent, on l'essaye et on verra. Mais Hitler est arrivé en 1933. Vous avez parlé, Camissari, vous avez parlé aussi, vous avez parlé des inquiétudes, mais aussi d'un malaise, des craintes par rapport à la situation que vit la France, politiquement bien sûr. Et là, on va se poser la question sur les débats qu'on a vus ces derniers jours et surtout la question des binationaux. L'impact de cette politique sur les migrations, mais aussi la responsabilité des Français issus de l'immigration. Avant de revenir vers vous, Camissari, on va voir cette vidéo, donc un échange dans le débat qui a eu donc ces jours-ci par rapport à la question des binationaux. Je me fais juste le relais de toutes les questions qui nous ont été posées sur le site de France Info. Et il y avait cette question sur les binationaux. Est-ce que vous comprenez que cette décision ait été mal comprise? Est-ce que vous voulez ce soir clarifier ce que vous avez voulu dire aux binationaux français? Madame, binationaux français et avec une autre nationalité. J'ai répondu à une question d'un journaliste et ma position n'a même pas été diffusée. On a repris une caricature, on a cherché à polémiquer sur des... Et je vois bien, parce qu'il faut jouer sur les peurs à quelques jours des élections, mais je ne souhaite pas remettre en cause la double nationalité. Non. Madame Roux, j'ai dit une chose très simple. J'ai dit qu'aujourd'hui, lorsque vous deviez accéder aux postes les plus stratégiques de l'État, notamment pour la sécurité nationale, patron d'une centrale nucléaire, patron d'un service de renseignement, le fait d'avoir une double nationalité pouvait poser problème et exigeait un renforcement des contrôles. Vous savez, on est très laxiste sur ce sujet. Autour de nous, l'Allemagne, jusqu'en juin 2024, interdisait... Camissari, si on revient un peu le rôle de la communauté aussi, et là on parle de la communauté maghrébine, beaucoup ont la double nationalité et beaucoup ne votent pas. Est-ce que vous pensez qu'il y a responsabilité par rapport donc à cette élection anticipée? Là, il y a beaucoup de choses qui sont fausses, qui sont dites par Bardella et puis le Rassemblement national concernant les binationaux. Il faut savoir que dans les services secrets, la DGSE, etc.,
c'est-à-dire tout ce qui est espionnage, etc., il y a des binationaux, c'est obligé. Pourquoi? Parce que il faut bien qu'il y ait des fonctionnaires qui parlent l'arabe, qui comprennent l'arabe, qui vont aller dans les quartiers, qui vont écouter et qui vont remonter les renseignements. Et ils sont à l'écoute des terroristes, etc. C'est pas nouveau Et puis de toute façon, tous les fonctionnaires, quels qu'ils soient, binationaux ou non, sont soumis à une enquête, dont je parle des postes stratégiques, à une enquête de loyauté, etc. Et puis, on est tous, moi je suis binational, j'ai travaillé dans l'administration française pendant 42 ans, j'ai jamais manqué de loyauté vis-à-vis de personne. On fait son travail. Et là, tous les binationaux que j'ai croisés pendant mon parcours et qu'on voit, ils sont dans leur poste, ils sont très loyalistes dans leur travail, parce qu'ils ont une mission, ils ont un travail, ils ne vont pas se dire... Mais vous savez, il y a beaucoup de non-binationaux, c'est-à-dire ils n'ont que la nationalité française, Ils sont français depuis des siècles, qui ont été espions, qui ont vendu la France. Je ne parle même pas de Pétain et de tous ceux qui sont avec Pétain. Il faut se rappeler l'histoire. Qui a donné... Mais avant de finir cette émission très rapidement, parce qu'il me reste une petite minute, la responsabilité aussi. La responsabilité surtout des enfants issus des Français issus de l'immigration, puisqu'on parle beaucoup aussi de cette communauté maghrébine. Qu'est-ce qu'il faut dire, Camille Sari? Beaucoup d'observateurs pensent que les gens de la communauté ou les Français de la communauté ne votent pas, ne sont pas impliqués dans le champ politique. Très rapidement. Oui, très rapidement. Il faut. Moi, j'ai participé à tous les bureaux de vote en tant que responsable dans les bureaux de vote. J'ai constaté une évolution. Il y a beaucoup, et je lis les noms, je vois des femmes voilées, etc. Il y a de plus en plus d'électeurs d'origine musulmane qui viennent voter. Il y a quand même un progrès, au moins dans nos banlieues. Peut-être que. Et je compare par rapport, j'ai présidé des bureaux de vote en 1992, même avant, mais en 89, et là, il y avait vraiment, une population qui n'était pas d'origine musulmane. Là, il y a un progrès, mais les jeunes, il faut qu'ils aient voté. Merci beaucoup. Faire barrage à l'extrême droite. Merci beaucoup, Camille Sari. Je remercie tous mes invités. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci beaucoup.